Ce film fait partie d'une campagne mondiale de sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein et inclut une appli mobile pour les femmes illettrées. www.dirmama.org. Le cancer se fiche de savoir si vous êtes noire ou blanche. Le cancer se fiche de savoir si vous êtes chrétienne, juive ou musulmane. C'est une maladie, ça peut arriver à tout le monde. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir tant de soutien et d'aide. J'ai appris que j'avais le cancer du sein alors que j'étais enceinte de 4 mois de ma plus jeune fille. Ça a été un choc. Je n'étais pas préparée. Je croyais que j'allais mourir. Je ne pensais pas que j'allais encore vivre. Ce film recueille les voix de femmes vivant avec le cancer du sein en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Le point de départ fut un atelier tenu à la Mer Morte avec des femmes juives, musulmanes et chrétiennes. Nous nous sommes ensuite rendus auprès de médecins, infirmières et époux. Suivez-nous dans notre aventure. Réellement, il y a beaucoup de femmes qui viennent ici avec des signes de problèmes de sein. Chaque semaine, on peut avoir 2 cas. Voilà. Réellement, les femmes souvent viennent en consultation. Elles ne savent pas qu'elles ont un mal. Au début, j'étais sous la douche. Mais en me frottant, j'ai senti une boule au niveau de mon sein. Puis c'était petit, mais au fur et à mesure, ça grandissait. Donc un jour, dans mes causeries, j'ai causé avec ma petite soeur qui est infirmière. Et elle m'a dit d'aller au dispensaire. Quand la maladie a commencé, elle est venue me dire que voilà, paraît qu'elle a un cancer de sein. Quand on dit que c'est un cancer seulement, cancer, c'est comme une maladie qu'on ne peut plus soigner. Donc, c'est ce que moi je connais. C'est à la télé, deux fois, qu'on voit, on dit voilà, elle a cancer. Bon, c'est ce que moi je connaissais. Si ce n'est pas la maladie de ma femme là, qui m'a montré que, bon, en tout cas, il y a cancer de sein, bon, moi je ne savais pas. Sous la douche, j'ai senti une énorme grosseur, là. Ici, pas plus bas, au milieu. Je suis allée chez le médecin. Il a dit que c'était une boule de graisse et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. J'avais le pressentiment que c'était le cancer. J'ai été dépistée en 2000, ça fait 15 ans. La maladie me colle à la peau. Ça vient de là, passe par là, puis là, là. Et je dis à tous les médecins, je veux que vous le tuiez tant que c'est petit. J'ai découvert la maladie toute seule. Mon corps avait changé et je m'en suis rendu compte. Je suis allée à la clinique pour faire une radiographie. À 50 ans, j'ai fait une mammographie. Et quand j'ai été invitée 3 jours plus tard à voir un oncologue, je savais que j'avais le cancer, sans vérifier davantage.
Pour faire court, je m'en suis rendu compte de manière inattendue en m'examinant moi-même. J'ai cru sentir quelque chose. Il m'a fallu plusieurs fois pour me faire examiner. Ma vie a basculé du jour au lendemain. Pour nous, vous êtes des héroïnes. Nous ne sommes que des assistants. Et c'est en partageant votre histoire aujourd'hui et demain que des centaines de milliers, si ce n'est des millions de femmes du monde entier découvriront qu'elles sont atteintes du cancer du sein à un stade avancé. Et le plus important de tout, elles disposeront de modèles tels que vous pour voir que nous pouvons parler ouvertement du cancer. Ça a été le réel point de départ de la campagne de sensibilisation Dear Mama pour la lutte contre le cancer du sein. J'ai réalisé que les femmes des pays pauvres ne savaient rien sur le cancer du sein, en particulier les femmes partiellement illettrées ou les femmes très pauvres. Elles ignorent complètement que c'est une maladie mortelle si elle n'est pas soignée. Nous renaissons chaque jour. J'ai choisi un chapeau blanc parce que je suis avant tout optimiste de nature. Il a en plus un grand rebord, ce qui symbolise les larges épaules qu'il nous faut nous forger avec cette maladie. Ce chapeau me rappelle une aventure. Il a la couleur d'un chapeau de safari. Et une aventure, c'est un lieu de rencontre. Un lieu pour rencontrer des gens afin qu'ils puissent parler, échanger des informations, se donner de la force. Je pense qu'un de nos objectifs consiste à nous donner de la force et à raconter nos histoires. J'ai été opérée. J'ai ensuite subi un traitement très lourd de chimiothérapie et tout ce qui s'ensuit. Ça a été utile. Merci. J'ai subi 5 opérations en l'espace d'une année, tout en prenant soin de ma mère. Maman a aussi été atteinte du cancer. C'est ma maman Fanny. Elle a été diagnostiquée alors que j'étais enceinte de ma première fille en 2000. Nous avons été hospitalisés en même temps en 2013. Nous avons survécu à la maladie, aux hospitalisations, opérations, à la chimiothérapie. Nous avons traversé toutes ces épreuves ensemble. Je suis toujours là. Elle garde donc ses forces et nous nous complétons l'une et l'autre. Je t'aime. Je suis là, j'ai le cancer et alors je vais être heureuse et ce chapeau me rend heureuse. Il fait même de la musique et c'est très drôle. Et je veux danser avec vous avec l'aide de Dieu et être heureuse avec vous. Si je pouvais atteindre toutes mes congénères du monde entier, je les encouragerais à surmonter la honte, notamment lorsqu'il s'agit de se faire examiner par une autre personne. Je les encouragerais à surmonter la honte de partager leur situation avec le personnel soignant ou les personnes qui leur sont proches. Parce que la chance d'une guérison dépend avant tout du dépistage précoce. Si une patiente garde pour elle son diagnostic parce qu'elle en a honte, parce qu'elle a peur de s'ouvrir aux autres ou parce qu'elle a honte de se rendre dans une institution médicale ou auprès d'un médecin, elle se fait du mal à elle-même. توعية مجتمعنا ونسائنا وبناتنا. Le diagnostic de la maladie est une protection permettant d'avoir accès au traitement et non pas une honte. Le dépistage précoce est le secret de la guérison. Si le dépistage est tardif, les probabilités d'une maladie avancée et de mourir augmentent considérablement. Nous, les Juifs, croyons que tout être humain a été créé à l'image de Dieu et a reçu un corps et une âme de valeur inestimable. La Torah, sacrée à nos yeux, notre Bible, nous apprend qu'il nous faut prendre soin de notre propre corps. Enishmartem meod, elenafshoterem. Prends grand soin de préserver ta vie.
Le cancer est considéré au début comme une crabe. Le crabe, c'est un animal qui se déplace partout. Donc quand le cancer est situé dans un organe, quand on n'y prend pas, on ne traite pas ce cancer, l'évolution naturelle du cancer, c'est d'envahir d'abord l'organe qui lui a donné naissance, ensuite de s'éparpiller à d'autres organes de l'organisme. Mais il y a des organes de prédilection. Quand on prend par exemple le cancer du sein, il a tendance à se localiser secondairement au niveau des poumons, au niveau du foie et au niveau des os. Ce sont les 3 localisations de prédilection. Mais il y a d'autres localisations secondaires qu'on appelle métastases qui peuvent survenir. Donc c'est le délai qu'on laisse au cancer d'évoluer qui lui permet de prendre le contrôle de l'organisme en se localisant sur divers organes. Ça a été effectivement difficile à ce moment-là. Lorsqu'on m'a dit d'aller faire les échographies, j'ai passé plus de 10 jours avant de pouvoir aller faire l'échographie. J'ai apporté les résultats au médecin qui m'a dit d'aller faire enlever le pus de la boule pour lui amener. Là aussi, c'est plus d'1 mois après que j'ai pu le faire. J'y suis allée et on m'a dit d'aller à Chifra. Là-bas, le médecin a dit qu'il va falloir enlever le sein. Et encore une fois, faute de moyens financiers, j'ai mis du temps pour aller subir l'opération. En tout, j'ai fait environ 5 mois avant d'être opérée. Je croyais que j'allais mourir. Je ne pensais pas que j'allais encore vivre. La première des questions qu'aucun médecin ne veut répondre, c'est est-ce que je vais mourir? Ça, c'est des questions qu'on entend souvent. Mais le problème des femmes ici, quand vous dites à une femme qu'elle va mourir de son cancer du sein, elle ne reviendra plus le lendemain. Elle va partir, elle se dit que c'est fini, donc elle ne reviendra pas faire son traitement. Mais on prend le temps de leur expliquer, c'est une maladie qui est grave, mais c'est une maladie qui a des moyens pour être traitée. Les moyens thérapeutiques vont tourner essentiellement autour de 3 axes. C'est la chirurgie, c'est la chimiothérapie et la radiothérapie. Il y a d'autres thérapies qu'on va appeler les thérapies ciblées que les pays les mieux organisés, les plus riches utilisent, que nous n'en disposons pas. Il est primordial de savoir qu'un traitement ne se limite pas à l'opération, la chimiothérapie ou la radiothérapie. C'est la combinaison de différentes modalités. De nos jours, la plus grande partie de notre traitement consiste à essayer d'administrer un traitement aussi simple que possible. Il est tellement mieux pour chaque femme atteinte du cancer d'être dépistée le plus tôt possible. Si elle l'entend dire par une amie ou une proche et qu'elle saisit l'occasion de se rendre dans un centre médical ou chez un médecin le plus tôt possible, ses chances n'en seront que meilleures. C'est tellement important et c'est notre devoir de le faire savoir aux autres. J'encourage les patients à poser des questions précises pour comprendre leur maladie. Parce que si eux-mêmes ils comprennent la maladie, ils peuvent être source d'informations à leur entourage. Et les voisins, et les connaissances, tout ça, viennent supporter. Même si ce n'est pas un soutien financier, le soutien moral, les encouragements, les conseils, tout ça, ça aide beaucoup à vivre avec la maladie. Non, il n'y a pas de peur. Il faut le dire clairement. Lorsque je devais aller pour l'opération, j'ai informé des voisins, les membres de la chorale dans laquelle je chante. J'ai informé tout le monde. J'ai informé toutes mes connaissances et toutes m'ont encouragée à aller subir l'opération. Elles m'ont dit que j'aurais la santé et que je serais heureuse. C'est effectivement cela. Toute la famille et les proches ont été mis au courant et ils venaient nous rendre visite pour encourager et nous supporter. Depuis que j'ai fait l'opération, j'ai eu pas mal de personnes qui viennent me visiter, prendre leur temps à venir causer avec moi. En tout cas, dans mon entourage, mes parents, mes frères et sœurs, aucun ne m'a rejeté. D'autres même venaient passer la journée avec moi, causer avec moi, pour me soulager. Et d'autres disaient que bon, avoir cette maladie, c'est pas facile. Bon. D'autres pensaient du mal. Mais bon, avec le soutien des gens, bon, nous, on a trouvé ça que c'est quelque chose qui va passer.
Aucun membre de ma famille n'était au courant de ma maladie, ni mon mari, ni mes enfants. Même mes filles mariées n'en savaient rien. Je ne l'ai pas dit à mon oncle, je ne l'avais pas dit à ma mère, je ne l'avais pas dit à mes sœurs. Je leur ai juste dit que je ne me sentais pas bien, sans leur dire ce que c'était vraiment. Je n'avais pas honte de la maladie ni d'être malade, je voulais juste que personne ne s'inquiète. Je ne voulais pas qu'ils soient tristes par ma faute. J'évite d'y penser parce que c'est ma façon d'y faire face. Parfois, quand vous vous retrouvez avec d'autres personnes, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur tête. Dans ce monde, il y a tant de personnes qui se cachent ou refusent de parler. Parfois, il m'arrive de parler lorsque j'entends des gens discuter d'autres maladies. Ils parlent d'autres maladies, mais le cancer est toujours entouré de peur. Ils ne prononcent pas le mot cancer, ils ne disent pas saratan. Ils disent cette maladie ou un autre terme éloigné, comme si le cancer pouvait de cette manière nous éviter. C'est un tabou d'en parler. Tu sais, la voisine est atteinte de la maladie, comme s'il n'y avait qu'une maladie au monde. Ils ne peuvent pas prononcer le mot cancer. C'est tellement... Et lorsque je me suis rendue en oncologie et que j'ai vu tant de personnes, je me suis dit, où se sont-ils tous cachés? J'avais l'impression qu'ils sortaient de leur grotte. Je l'ai vu lui et elle et lui. Il y avait de tout, des personnes de tous âges. C'était vraiment triste. Le fait que j'arrive à parler de ma maladie et du chemin que cette maladie m'a fait parcourir me libère. Je suis délivrée de tout secret. Ça fait du bien de lâcher du lest, de partager avec des amis, avec le personnel soignant, avec les médecins, avec un prêtre ou un imam, avec n'importe qui, et d'en parler. C'est ce que nous ont appris les femmes atteintes du cancer du sein, qu'à partir du moment où elles se sont confiées, où elles ont avoué être malades, avoir peur, avoir des angoisses telles que « qu'adviendra-t-il de mes enfants ?», elles se sentent beaucoup mieux. Je n'ai pas l'impression de pouvoir dire non en parlant, mais ça me donne une grande liberté et ça me fait du bien de pouvoir en parler et de sauver peut-être des vies en partageant mon expérience. Les sociétés évoluées disposent de programmes de radiographie et je reconnais que ce n'est pas le cas de tous les États du monde. Les programmes de radiographie impliquent qu'ils débutent par l'autoradiographie. Apprendre est un travail quotidien. L'auto-examen de la poitrine ne doit pas être considéré comme un acte honteux ou immodeste, mais bien plus comme le devoir religieux de toute femme afin de préserver sa vie et détecter le cancer à temps. Toutes les femmes devraient s'examiner, non pas chaque jour, mais à intervalles réguliers, toutes les semaines, au plus tard tous les mois. On met la main derrière la tête, comme ça, et puis on essaie de palper les cadrans. On divise le sein en 4 parties, et puis on palpe au niveau de chaque cadran pour voir s'il n'y a pas de boule. Et puis après, on met ici aussi, on palpe pour voir s'il n'y a pas un problème. Tout ce que je peux faire, c'est dire à mes amis et à leurs proches de contrôler régulièrement leur poitrine et de se rendre à l'hôpital si elles sentent un nœud. S'il s'agit effectivement d'un cancer, un dépistage précoce peut non seulement induire un traitement meilleur, mais également éviter que la maladie ne se propage. C'est la solution, parce que si le cancer s'étend, il sera difficile à traiter.
Je sensibilise les femmes qu'on reçoit ici, du cancer du sein, comment il faut prévenir ça. À la maison, même ailleurs, mes copines, tout, je les dis, en tout cas, il faut prendre le cas assuré parce que c'est un mal qu'on ne peut pas soigner facilement. La vérité, c'est que les femmes ne s'occupent pas suffisamment d'elles. Elles prennent soin de leurs enfants, de leur époux, de leur famille entière, mais pas d'elles. Et c'est une grave erreur. Dès le début, quand ils m'ont dit qu'ils vont enlever le sein, en tout cas, ça n'a pas été facile. Je me suis posé tas de questions. Mais entre-temps, j'ai laissé tomber. Puisque la maladie, ça vient un jour, mais ça ne part pas le même jour. Bon, en me disant que quand on va enlever le sein, je vais avoir la santé. Ils m'ont dit que c'était bien de l'enlever pour que j'aie la santé. À la veille de l'opération, ma femme et moi sommes allés passer la nuit à l'hôpital. À 4 heures du matin, sur ordre des médecins, je l'ai réveillée pour qu'elle se lave. Après cela, on lui a donné de quoi s'habiller. C'est vers 11 heures qu'elle est entrée pour l'opération et ressortie vers 14 heures. J'étais assis dehors devant la salle, puisque je n'étais pas autorisé à entrer dans la salle d'opération. Elle dormait encore lorsqu'on l'a fait sortir et la conduire dans une autre salle. J'étais à ses chevets jusqu'à ce qu'elle se réveille. Je lui ai demandé ce qu'elle souhaite manger et je le lui ai acheté. Comme j'ai subi ça et je ne suis pas morte, j'ai l'audace pour encourager les gens. Si je vois quelqu'un qui est dans la même situation, je l'encourage. Je lui dis « Aie courage, regarde, j'ai fait enlever le cancer pour moi, je me sens bien. » Même à l'hôpital, lorsque je rencontre des femmes qui viennent pour l'ablation du sein, elles me demandent « Madame, vous l'avez enlevé ?» Je dis « Oui, voyez, je l'ai enlevé. Et me voici en bonne santé. Ayez du courage, ça va aller. » C'est ainsi que j'encourage les autres. Toute maladie, quelle qu'elle soit, est triste. Mais le cancer, qui attaque la féminité de la femme, est plus douloureux, plus épuisant. La tradition veut qu'une femme soit considérée comme une mère. Si elle n'est pas en mesure d'allaiter, si elle n'est pas en mesure d'avoir des enfants, elle n'est plus femme. J'ai toujours été fière de mon apparence. Tout était à sa place. Et soudain, j'ai compris qu'il me manquerait un sein. Ça a été un véritable choc. Et je me suis sentie très mal. Je m'en suis rendu compte toute seule, bien que je ne me suis jamais examinée régulièrement. J'ai soudain remarqué qu'il y avait quelque chose et je suis allée consulter un médecin. Il m'a tout d'abord dit que ce n'était sans doute rien de grave, mais le contraire s'est avéré. Ça a été un choc. J'ai subi une opération conservatrice, de la radiothérapie, et j'étais convaincue que le cancer ne reviendrait pas. 4 ans et demi plus tard, j'ai récidivé et il a fallu me faire une ablation du sein la deuxième fois. J'ai encore eu très peur. Ma première pensée a été, je crois, de me dire que ce fichu cancer devait foutre le camp et que si l'ablation d'un sein en était le prix à payer, alors d'accord. Je crois que c'est plus tard seulement que les véritables pensées ont frappé à la porte, une fois que le danger immédiat était passé.
On se regarde alors et on se dit « Oh, c'est quand même bien bizarre ». Il m'a fallu du temps pour me réhabituer à mon corps. On a une grande cicatrice, un sentiment désagréable s'attire des fois. Il faut reprendre possession de son corps. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir tant de soutien et d'aide. Je pense que si j'avais été repoussée et que l'on m'avait montré que je n'étais plus normale, ça aurait été beaucoup plus difficile. De nos jours, les opérations sont bien meilleures et l'estime de soi des femmes, de leur famille et de leur mari ou compagnon est bien plus supportable. Je crois que le cancer du sein n'est plus un tabou de nos jours et je trouve que c'est très important. Si j'avais le sentiment de devoir me cacher ou qu'il fallait surtout que personne ne s'en rende compte, ce serait bien plus difficile. De la manière dont ça se passe, j'ai l'impression d'être comme je suis et que si ça dérange quelqu'un, eh bien c'est son problème. Je ne dois pas m'efforcer de ressembler à ce que je ne suis pas. Le cancer nous a pris notre poitrine, nos ovaires, mais notre âme est toujours là. Notre sourire est toujours là. Allez, prends nos cheveux, mais tu sais, ils repousseront plus fort, même sans couleur. Je savais que mes cheveux allaient tomber. Et j'aime mes cheveux, alors je me suis dit, comme on dit en arabe, les cheveux, c'est comme la couronne d'une reine. Alors perdre ses cheveux, c'est un gros problème pour nous. Que faire? J'ai lu les témoignages de femmes formidables qui se sont rasées la tête. Une femme arabe n'oserait jamais, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai demandé l'aide de ma sœur pour m'apporter la machine et je l'ai fait moi-même. Comment a réagi mon mari? Je ne lui ai pas montré au début. Et dans la nuit, je me suis dit, pourquoi être stupide? Dis-lui, qu'est-ce que ça change? Alors je lui ai dit, et il m'a demandé de lui montrer. Et il m'a dit, tu es aussi belle qu'avant. Je devrais porter un chapeau quand ma fille se mariera? Mes cheveux ont toujours été longs pour les mariages. Et maintenant? Alors elle m'a dit, tu sais quel foulard tu porteras? Tu seras magnifique. Ma fille est née à 8 ans. Elle a eu l'impression que je changeais plus que quiconque, physiquement, mes vêtements, quand je m'asseyais avec eux. Parce que je ne voulais pas que mes enfants sentent que j'étais malade ou épuisée. Pour la fête des mères, j'avais noué un foulard autour de ma tête. Elle savait que je n'avais plus de cheveux. Elle voulait me donner la force de vivre et elle m'a offert une pince à cheveux. La semaine dernière, j'ai accroché cette pince dans mes cheveux, dès que mes cheveux se sont mis à repousser. La vie sexuelle après le cancer, personne n'en parle. Après une mastectomie, comment réagira le partenaire en la voyant sans poitrine? Le corps, le sentiment de redevenir femme à l'intérieur, tout cela prend du temps. Il vous faut de l'énergie. Vous n'en êtes pas là. Nous y arriverons. Tout ira bien, j'en suis convaincue. Quand tu épouses une femme, tu épouses son âme, son visage, sa force. Mais alors vient le cancer et elle lutte contre le cancer pour elle-même et pour toi et pour cette maison
et pour les enfants, et pour sa vie. Je vois une différence flagrante entre les femmes qui reçoivent l'aide de leur famille, de leur époux, et celles qui sont seules. Une différence considérable. Elles ont de bien meilleures chances de guérir et de surmonter la maladie. Pour un mari, en tout cas, qui comprend que le mal de sa femme est son mal, normalement, il doit la soutenir dans sa maladie. Financièrement, moralement, tout. En ce qui concerne nos coutumes et la religion catholique, si vous êtes marié, c'est pour la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Selon les coutumes, chez les Mossé, tu n'as pas le droit d'abandonner la femme sans motif valable. Et la maladie n'en est pas un. C'est parce que c'est la femme qui est malade. Et si c'est l'homme qui est malade, est-ce que la femme l'abandonnerait? Nous avons eu 5 enfants ensemble. Un est décédé. J'ai 3 petits-enfants. Alors, si j'abandonnais ma femme, je m'aurais abandonné moi-même. Oui, je m'aurais abandonné moi-même. Dans le cadre des lois musulmanes, le partenaire d'une cancéreuse doit toujours se tenir à ses côtés et ne pas la quitter pour que la femme n'ait pas à subir d'autres sentiments négatifs en plus de la maladie. Être quitté par son mari est un sentiment négatif supplémentaire à sa maladie. ابتلاءها الأول أنها المرض وابتلاءها الثاني إذا ما تخلى عنها زوجها في مرضها. Je pense qu'il faut se faire à l'idée que c'est la réalité. C'est une réalité difficile à accepter. Mais maintenant qu'on y est, qu'attend Dieu de moi? Comment continuer et essayer de tirer le meilleur de cette situation? En réalité, même ma mère, donc sa grand-mère, a eu la maladie. Sa grande sœur et sa mère biologique en ont aussi été victimes. Elle est donc la 4e victime. Lorsqu'on a rappelé tout ça, j'ai eu peur. Elle aussi a eu peur. Donc nous avons maintenant toute peur dans la famille. Ce sont 4 personnes qui ont eu la même maladie. La peur qui nous hante. Dans 10% des cas, le cancer du sein est lié à un problème dans la famille. Et ce problème, on est avec. On n'est pas avant d'acquérir ce problème, mais dès qu'on est né, on est né avec parce qu'on hérite ce problème de ses parents. Ma maman a un problème de sein. Bon, c'est ça qui me préoccupe beaucoup. Pour moi, on a détecté, et mes enfants, si c'est forcément que ça passe chez mes enfants, je ne sais pas comment ça va venir. Donc quand il y a une femme qui porte un cancer du sein, et dans sa famille, il y a déjà un antécédent, ça veut dire un autre cas de cancer du sein, non seulement on s'occupe de celles qui est malade, bien sûr, mais pour celles qui n'ont pas encore de cancer du sein, on les convoque, on les explique ce que c'est que le cancer du sein et comment le cancer du sein peut être transmis de la mère à la fille ou du père à la fille. Ça veut dire des familles où il y a eu plusieurs cas de cancer du sein. C'est d'abord, dès que la fille a 25 ans, elle commence à faire l'autopalpation des seins. Nous n'avons pas eu ces conseils.
Mais tous les enfants le savent déjà. Il existe un langage international entre les femmes qui luttent contre le cancer. Elles ont un langage corporel, chacune d'entre elles, et elles savent ce que les autres ressentent. Le cancer du sein n'est pas discriminatoire. Il met tout le monde sur un pied d'égalité. Et je constate ce phénomène dans la salle d'attente de mon service. On y croise des femmes de renom, des femmes pauvres, des femmes d'origine arabe, des femmes juives. On y parle de nombreuses langues. Mais le langage que tout le monde perçoit, c'est le langage de la peur. Personne ne veut être là, mais elles sont là tout de même. Les larmes sont les mêmes larmes. La tristesse est la même tristesse. Et vous vous sentez liés. Nos cœurs deviennent vraiment connectés. Ici, elle se laisse aller et vous voyez que l'apparence ne compte pas, ni les vêtements, avec ou sans foulard, séculaires ou religieuses, éthiopiennes, arabes, juives. Et lorsque les femmes veulent parler, elles savent comment s'y prendre, elles ont des choses à dire, elles ont une présence. Être capable de rencontrer ces femmes ici et constater que nous partageons tant de choses en commun. À la fin de la journée, nous ne sommes que des femmes. Et je suis prête, je suis ouverte, je veux écouter, je veux entendre ce que les autres femmes ont à dire. Et j'ai pu m'identifier à leurs histoires. Elles voient dans les autres le reflet de leur propre personne. Et cela crée l'envie d'aider, de voir que d'autres personnes comme vous veulent vous aider et vous ramener à bon port. Nous sommes convaincus qu'il y a toujours une porte à ouvrir, qu'il existe toujours une perspective différente et qu'il existe toujours une manière de vivre qui vous permet de surmonter les plus dures épreuves, les périodes les plus sombres. L'espoir est sans limite et le défi le prouve. Le cancer n'est donc peut-être pas une malédiction. Peut-être que le cancer n'est pas si diabolique. Peut-être même qu'il existe une véritable bénédiction dans cette terrible maladie capable de tuer. Elle peut nous rapprocher. 3 ans plus tard. J'ai terminé tous les traitements. Cela me pousse à réfléchir à la manière dont j'ai pu sauver ma vie. Ce qui m'angoisse, c'est de savoir comment je ferai face à cette nouvelle épreuve en cas de récidive. Mais je me dis que si j'y suis arrivée une fois, j'y arriverai une nouvelle fois. J'espère que le cancer ne reviendra jamais. Mais oui, j'ai peur. Ces quelques conseils sont adressés aux femmes souffrant du cancer du sein ou en général d'un autre type de cancer. Ne vous abandonnez pas au cancer et n'arrêtez pas de vivre, parce que je suis une preuve vivante pour elles et que j'aime le leur dire pour qu'elles puissent me regarder et voir d'où je suis partie et où j'en suis maintenant. J'ai débuté comme petite entreprise, qui est maintenant une grande entreprise, de ce qui était considéré comme une simple idée pour me sortir de ma condition. Dieu m'a envoyé une maladie et mes amis m'ont suggéré « Sors et agis, travaille pour oublier ce que tu traverses,
Je suis partie de là. Alors je conseille à toutes les femmes souffrant du cancer de ne pas fermer la porte et de ne pas rester chez elles, mais de sortir, de faire du sport, de se lancer dans un projet, de nager, de parler. Je conseille à chaque femme de se tourner vers des personnes qui ont dû passer par les mêmes épreuves. Et souvenez-vous qu'il y a un message très important à retenir. Si le cancer du sein est guérissable, la honte peut tuer. En mémoire de nos amis qui ont succombé au cancer pendant le tournage de ce film. C'est en votre honneur, pour vos familles et pour les millions de femmes que vous pouvez avoir sauvées. Nous sommes profondément reconnaissantes aux femmes courageuses qui ont partagé leurs histoires, leurs batailles et leurs espoirs. Informations de base et fiables sur le cancer du sein, la sensibilisation et l'autodépistage. Gratuite avec notre appli Dear Mama, disponible en différentes langues et pour la première fois pour les femmes illettrées. Téléchargez l'appli dès à présent depuis Google Play Store et partagez-la avec toutes vos amies.